Bonsoir, donc je m'appelle Robert Héra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le nouveau responsable, comme l'a rappelé mon collègue, du LSE. Donc je suis débarqué il y a 4-5 semaines ici. Je ne comprends pas encore tout dans ce qui est labyrinthique. Et donc c'est ma première LSE Week et j'ai choisi un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui est devenu, on va dire, un peu plus à la mode depuis quelques temps. Je dirais après pourquoi. C'est est-ce que vous pouvez faire confiance à vos outils cryptographiques favoris? Au sens large. Comme on le verra, ça veut dire beaucoup de choses. Donc j'ai appelé la conf Catacryptologie en hommage à Catacrypt. Alors Catacrypt, c'est quoi? C'est une conférence dont le thème est les catastrophes en cryptologie. Alors c'est quoi une catastrophe en cryptologie? On en verra quelques-unes. C'est votre algorithme favori qui est au cœur par exemple de OpenSSL, d'un seul coup est mort. Ça veut dire que vous devez ne plus l'utiliser. Ça veut dire aussi que sans le savoir, probablement, vos clés sont mortes. C'est arrivé avec OpenSSL sur Debian il y a quelques années. Alors je ne veux pas taper sur OpenSSL constamment, hein, c'est un très bel outil, mais qui a vraiment souffert ces dernières années, on verra pourquoi. Et le manifeste de Catacrypt a été écrit par un des gourous de la cryptographie au niveau mondial, Quiskater, qui a pris sa retraite l'année dernière et qui a décidé de faire une série de conférences à travers l'Europe en prenant comme thème les catastrophes en cryptologie. Puis il s'est dit que finalement, ça serait une bonne idée d'en faire un workshop. Donc le workshop aura lieu en octobre. Et en gros, alors on prend toujours... pardon. Ça doit être ça. Non, celui-là. On prend toujours RSA comme exemple et je vais abondamment en parler. Pourquoi? RSA, c'est l'un des algorithmes les plus connus. Il est asymétrique. Il utilise des mathématiques qui sont certes anciennes, mais qui sont quelquefois un peu ésotériques. Donc il y en aura un petit peu quand même. Et puis, il a subi beaucoup d'attaques. Quand il est mal programmé, il est très fragile. Quand il est très très bien programmé, on peut considérer que c'est un algorithme sur lequel on ne connaît pas de faiblesse majeure. Mais quand il est mal programmé, comme on le verra, il peut receler pas mal de faiblesses. Ce que je n'ai pas mis dans les transparents pour tenir dans les délais, c'est que RSA, de l'avis même des instances nationales américaines, donc ce qu'on appelle les National Agencies, donc NSA, NIST, FIPS & Co., considèrent qu'on doit arrêter de l'utiliser après 2016 et que ça doit être remplacé par les courbes elliptiques. Les courbes elliptiques qui, comme on le verra, posent quelques petits problèmes. Et donc, je ne sais pas trop ce que va donner ce workshop, mais ça devrait être très intéressant. Donc la question importante, c'est pouvez-vous faire confiance ou ne pas faire confiance à votre crypto-outil favori. Alors j'ai mis crypto-outil parce que ça peut être un software, vous avez envie de chiffrer votre disque dur, ça peut être, vous faites un achat sur Internet, généralement vous êtes en HTTPS, ça veut dire 99 fois sur 100 du OpenSSL derrière. Si c'est pas du OpenSSL, c'est du PolarSSL, mais c'est codé de manière assez proche. Et on va passer en revue quelques-uns des problèmes que vous pouvez avoir. Donc si vous regardez, pour ceux qui ont fait le cours de H3 en crypto, j'ai regardé les slides hier du prof qui les faisait avant. Généralement on considère qu'il y a 3 périodes. C'est dû à un bouquin de Jacques Stern qui a créé quasiment l'école de cryptographie française. Donc c'est l'ancien responsable du laboratoire de crypto à l'ENS. Et il a écrit un bouquin, La science du secret, où il dit qu'il y a globalement 3 périodes en crypto. La période classique, en gros jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La période, ce qu'on appelle mécanique quelquefois, parce que le premier brevet sur la machine Enigma a été déposé par un Suédois en 1919, je crois. Cette période mécanique s'est arrêtée à peu près avec l'arrivée de l'algorithme DES dans le milieu des années 60, qui a été standardisé, je crois, en 78 et accepté comme algorithme officiel américain en 75. Et après, il dit c'est l'ère paradoxale, parce qu'on utilise aujourd'hui des algorithmes, comme RSA, sur lesquels on n'a aucune preuve de sécurité. C'est ça qui est assez amusant, c'est que personne n'est capable de prouver que RSA est sécurisé alors que quasiment tout le monde l'utilise. Et j'ai supprimé cette présentation, qui est très classique, hein, que je faisais moi-même dans les cours où j'étais avant, parce qu'en fait il s'est passé quelque chose. Enfin, il s'est passé quelque chose depuis 2 ans, et je pense qu'aujourd'hui on peut parler de avant Snowden et après Snowden. C'est que Snowden a leaké des documents très intéressants, notamment qui
non pas montre que la NSA a essayé de mettre la main sur tout ce qui est crypto au niveau mondial, parce que ça, les spécialistes le savaient depuis très longtemps, mais juste, il l'a confirmé. C'est-à-dire qu'il a donné des preuves comme quoi les théories conspirationnistes en cryptologie, et il y en a eu énormément, est-ce que votre clé RSA est backdoorée? Est-ce que RSA lui-même est backdooré? Bon, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir un petit doute sur ces outils qu'on utilise. Et donc j'ai détaillé ce que j'appelle les problèmes, entre les problèmes d'avant le leakage de Snowden. Donc je les appelle pré-Snowden era. Votre clé peut devenir vieille. Classiquement, on va dire, elle peut mourir. Alors c'est le cas des clés DES, par exemple, 56 bits. Un choix ridicule en 74, on aurait pu prendre 64 bits. Dès le début des années 80, avec des supercalculateurs comme le Cray 1, elles étaient fragiles. Au milieu des années 85, j'ai eu récemment confirmation que la France, via la DGSE, avait acheté un Cray 1 et qui s'amusait à attaquer des clés DES et que je crois qu'ils arrivaient à en casser une en 3 jours. Au début des années 90, il fallait quelques heures pour casser une clé DES et dès le départ, cette clé était trop faible. 56 bits, c'est ridicule. Votre algorithme peut devenir vieux dans le sens où il a été mal conçu. On a trouvé des faiblesses. Il faut savoir que dans le monde de la cryptographie, il y a beaucoup de chercheurs et que c'est très facile de se faire un nom en tuant un algo. Si vous tuez par exemple RSA, vous devenez immédiatement célèbre. Et donc vous avez des milliers d'amateurs et de professionnels, probablement même aujourd'hui des dizaines de milliers, qui passent leur temps à chercher des faiblesses, comme moi. Moi j'ai trouvé quelques petites faiblesses de RSA, je ne vais pas vous casser la tête avec aujourd'hui, mais il y a tellement d'algorithmes qu'il y a du boulot pour tout le monde. Par contre, il y a aussi un problème très intéressant, c'est que vos clés peuvent être mal calculées. Alors vous allez me dire, mais non, si je calcule moi-même mes clés, je sais ce que je fais. Ben non, dans votre carte bleue, il y a une clé RSA, il y a une clé triple DES, vous ne l'avez pas calculée, on vous l'a fournie au moment où on vous a donné la carte bleue. D'ailleurs, normalement, si mes souvenirs sont bons, la carte bleue ne vous appartient pas, elle appartient toujours à l'organisme qui vous a délivré la carte bleue. Vous n'en êtes que le dépositaire. Et on verra qu'il y a quelques années, ils avaient fait un choix qui peut être... Ça a été enregistré là? Donc je vais dire quelque chose de poli. Ils avaient un choix très très malheureux pour la première clé RSA qui a été utilisée dans le système de carte bleue bancaire. Votre algorithme a pu être très mal programmé. Quand je dis badly, c'est... il peut être programmé de manière complètement pourrie. Ça arrive. Ça déjà c'est intéressant en soi. Avec ça vous faites... il y a 200 tests par an qui sont finis dans le monde chaque année autour de ces sujets. Vous avez plus compliqué. Votre algorithme peut être très bien, mais il est utilisé dans un protocole qui, lui, était mal conçu. Typiquement SSL 3.0. Parlons pas de SSL 2.0. Il est mort et il y avait tellement de bugs dedans qu'en général, on ne l'évoque pas. Il faut savoir que TLS1 repose essentiellement sur SSL 3.0. Donc SSL 3.0 est un protocole propriétaire qui a été offert gratuitement à la communauté par Netscape. Vous pouvez utiliser votre algorithme préféré ou votre crypto-outil préféré sur ce que j'appelle un insecure device. Alors c'est quoi? C'est une carte à puce qui a été mal protégée. Je ne vais pas présenter ici ce que j'appelle les attaques par injection de faute qui sont mes préférés mais qui sont un petit peu mathématiques. Vous avez une carte à puce, typiquement une carte bleue, des années 90. Vous prenez un laser, vous grattez un petit peu ce qu'il faut sur le dessus de la puce pour avoir accès directement avec un microscope électronique au hardware. Et la carte à puce est une esclave, donc vous lui faites signer en continu un message et vous injectez de temps en temps un petit faisceau laser avec votre microscope. Au bon moment, si l'erreur que vous introduisez, le laser chauffe chauffe le silicium et donc introduit une erreur, vous pouvez récupérer la clé secrète. Cette attaque a été publiée en 1996 par un petit génie de 17 ans qui s'appelle Paul Kocher, qui aujourd'hui travaille pour la NSA en partie. Et là, on a découvert que toutes les cartes à puce produites globalement jusqu'aux années 97-98 étaient sensibles à ces attaques, qui au fil des années sont devenues de moins en moins chères. Il y a une thèse soutenue à Cambridge dans les années 2000 qui disait qu'on pouvait faire ça avec $300. Et plus intéressant, votre processeur peut avoir un bug. Alors ici, vous êtes trop jeune pour avoir connu le bug Intel, le bug de la division dans les années 94. Ah, Marwan dit que non. Ouais, enfin, t'étais bébé quand même. T'étais pas vieux, tu n'étais pas vieux.
Et donc c'était juste une petite erreur sur l'opération 1 sur X qui affectait quelques nombres sur l'ensemble des nombres représentables sur un 32 bits. A priori, rien à voir avec la crypto, sauf qu'il y a quelques années, Biam, Shamir et un troisième dont le nom m'échappe, ont montré que grâce à cette erreur, avec ce qu'on appelle l'attaque par texte clair choisi, donc vous êtes l'attaquant, vous choisissez les textes que vous donnez à votre algorithme de chiffrement, ben on pouvait factoriser une clé RSA. Heureusement, ces bugs, a priori, ont disparu. Par contre, en plus d'avoir un processeur buggé, vous pouvez avoir un processeur backdooré. Ça, c'est plus gênant. Alors, vous allez me dire, un processeur backdooré, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben, quand vous achetez un processeur en France, Intel, vous n'êtes pas sûr d'avoir le même processeur au transistor près que celui qu'on peut acheter aux États-Unis. Vous n'aurez probablement pas le même processeur que les instances nationales américaines achètent, par exemple pour l'armée. Et vous êtes presque sûr de ne jamais avoir accès au processeur Intel que Intel fait pour la NSA et exclusivement pour la NSA. Donc pour ceux qui aiment bien regarder ce genre de choses, vous avez une instruction qu'on appelle généralement PopCount ou pcount en assembleur, qui pendant des années en fait était non documentée et qui un jour a été leaké sur le web. Quelqu'un a dit tiens, il y a une instruction, cette instruction compte le nombre de 1 dans un mot machine. Vous allez me dire c'est pas top comme instruction. Bah, c'est un des outils fondamentaux quand vous faites de la cryptanalyse. Et si vous tapez PopCount History sur internet, vous verrez il y a plein de pages qui vous expliquent pourquoi cette instruction était non documentée, pourquoi pendant des années les processeurs vendus en Europe avaient cette instruction inactive dans l'assembleur Intel. Bah parce qu'en fait ça sert à cryptanalyser, donc on ne le vend pas à n'importe qui. Et puis on verra aussi que, là je donne un exemple très très simple, niveau mathématique normalement on ne devrait pas dépasser le mal de tête jusqu'à 23 heures. Vous pouvez avoir une clé qui est backdoorée. Ça c'est très intéressant, c'est un truc qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je travaillais déjà il y a quelques années, qui sont devenues aujourd'hui, je dirais, très à la mode, à cause du fait que Snowden nous dit, bah oui, vous en avez rêvé, la NSA l'a fait, elle a tout backdooré. Alors, ça veut dire quoi avoir confiance dans un outil de crypto? Alors moi j'ai appelé ça la full stack, hein, c'est une appellation personnelle. Bah, c'est ce qui se passe du bit, globalement, du bit de votre processeur, ou du bit d'un registre de votre processeur à Internet. Donc, pour avoir confiance dans cette full stack, vous devez avoir confiance dans votre algorithme. Vous n'êtes pas mathématicien, ou vous l'êtes, mais vous ne comprenez pas les maths de la crypto. Ben, vous ne pouvez pas tester votre algorithme préféré. Vous devez faire confiance au code. Vous n'êtes pas programmeur, et même si vous l'êtes, c'est pas évident d'aller regarder un code crypto et de dire il y a une faille à tel endroit. Vous devez, et ça c'est là, j'aurais même dû la mettre en rouge, mais le rouge passait pas bien comme m'a dit cet individu là. Vous devez faire confiance aux capacités de génération de nombres pseudo-aléatoires de votre ensemble. Et là, ça c'est la Bérésina, aussi loin qu'on regarde, ça ne marche jamais. Vous devez tester, j'allais dire truster, vous devez avoir confiance dans les protocoles qui vont utiliser votre outil. Bah oui, mais les protocoles, vous ne les choisissez pas. Vous n'allez pas dire, ah non, non, moi je ne veux pas faire du HTTP, je veux faire du HTTP. Ça n'existe pas. Vous êtes obligé d'utiliser les protocoles qui existent. Donc de toute façon, vous êtes esclave de votre protocole. Vous devez avoir confiance dans votre processeur. Donc, qui va utiliser un debugger processeur pour aller vérifier que le processeur qu'on lui a livré fait bien ce qui est prévu dans la doc? C'est juste impossible. Enfin, si, il y a le LITI à Grenoble, le labo du CEA qui peut faire ça. Enfin, c'est un peu cher. Et vous devez avoir confiance dans votre device. Alors, device, ça, c'est un device. Il y a probablement des fonctions de crypto dedans. Est-ce que vous êtes capable d'aller les tester? Ben non. C'est réservé à quelques laboratoires, encore une fois. Et rappel de base, hein, les attaquants font ce qu'ils veulent. Les attaquants, pardon, font ce qu'ils veulent. J'aurais pu rajouter quand ils veulent et comme ils veulent. Ils veulent prendre votre carte bancaire préférée et la massacrer. Ils ont le droit. Je vais te donner 2 expériences de pensée que j'ai jamais réussi à faire, parce qu'à chaque fois que j'ai demandé à des entreprises de me donner le matériel, on m'a poliment dit, mais enfin vous n'y pensez pas. Première attaque marrante. Vous prenez un truc comme ça, donc c'est un Android hein, pour Galaxy Note, et puis vous le mettez dans un vol parabolique. Alors quel est l'intérêt de le mettre dans un vol parabolique? Ben, dans un vol parabolique, vous augmentez la probabilité qu'il reçoive une particule cosmique. Quel est l'intérêt d'une particule cosmique? Elle va introduire une erreur. Le silicium déteste les particules cosmiques. Vous êtes à 3200 mètres. Le premier laboratoire d'analyse des particules cosmiques en France a été créé au pied du Mont Blanc à 3200 mètres. Vous prenez un avion vol parabolique. Moi, j'ai même demandé à l'Agence spatiale européenne si on ne pouvait pas inventer un petit satellite exprès dans lequel il y aurait juste une carte à puce. Vous savez, les microsatellites qui font 1 litre,
que l'agence spatiale envoie gratuitement si c'est un travail d'étudiant. D'accord ? Il faut 10 000 $ pour faire ça. Donc là, quand j'ai posé la question, on m'a dit, ah non, ce truc-là, non, cette expérience, pas top quand même. Et donc, l'idée, c'est de la mettre dans un environnement qui la perturbe. Vous voulez perturber votre carte à puce, vous n'avez pas d'avion, ça coûte cher un vol parabolique, ça coûte assez cher en temps, cette fois-ci, de faire un microsatellite, bah vous la gelez, vous la mettez à moins 170 degrés. C'est pas très compliqué. C'est non destructif, il faut juste introduire une erreur dans RSA au bon moment. Et toutes ces expériences, probablement, ont été testées par des laboratoires nationaux. Alors, RSA, première blague. Ça, c'est le t-shirt que je n'ai pas réussi à avoir, qui a été offert gratuitement par la société RSA qui, à l'époque, possédait le brevet. Le jour où le brevet est tombé, j'avais fait cours la veille sur RSA et j'avais dit aux étudiants, tiens, demain, c'est la fin du brevet. Il y a un étudiant qui s'est connecté sur le site web et qui est venu avec son t-shirt. J'ai essayé de lui racheter 100 €, il n'a pas voulu, 200, il n'a pas voulu. Il y en a 1000 qui ont été produits. Alors pourquoi c'est une blague ? It's just an algorithm. Cet algorithme a envoyé quelqu'un en prison dans les années 90, qui aujourd'hui a un nom qui est encore moins connu peut-être que celui de Cray. C'est Zimmerman. Qui est Zimmerman ? C'est qui ? Non, toi, tu n'as pas le droit de répondre. Zimmerman, le concepteur de PGP, qui a été arrêté par le FBI à beau matin parce que la veille, il avait mis le code de son logiciel sur le web. Parce qu'aux États-Unis, un code de cryptographie, encore aujourd'hui, est considéré comme une arme dans la même catégorie que les armes nucléaires. Donc en gros, on l'accusait quasiment de trahison nationale. Je ne sais plus comment on dit, trahison... Haute trahison. Enfin, ils l'ont quand même enfermé, et aux États-Unis, les peines se cumulent. Donc il a vu le fichier Excel, je vois toujours le fichier Excel, moi. Vous faites le total en bas, 271 années de prison qu'on lui donnait. Ils sont optimistes, hein, ils espèrent qu'on va pouvoir vous prolonger votre vie pour que vous fassiez vos années de prison. Enfin, lui, il n'a pas rigolé non plus. Hein. Donc, il y a eu un buzz sur Internet. Et puis, il y a des gens qui se sont cotisés pour lui offrir un avocat, déjà. Et on a vendu des t-shirts à l'époque. Ça, c'est vraiment RSA. Hein. Ça tient sur un t-shirt. Là, vous avez le chiffrement. Là, vous avez le déchiffrement. C'est remarquable. Vous avez comment choisir la clé. Je choisis P et Q premier. Je calcule PQ. Je choisis E ou D, c'est ce que j'appelle la dualité entre E et D. On verra après ce que ça veut dire. Hein. Et vous avez le secret, en fait, c'est P-1, Q-1. Ça tient sur un t-shirt. Ça, par contre, c'est totalement insécurisé. L'algorithme réellement utilisé est un peu plus complexe aujourd'hui. On a découvert il y a quelques années qu'en fait... pardon, c'est celui-là. Il avait été inventé par un mathématicien anglais qui avait la malheureuse idée de travailler pour le GHCQ, qui est l'équivalent de la DGSE aux États-Unis pour la partie crypto. Qui est l'ancêtre, le descendant, pardon, des gens qui étaient à Bletchley Park et qui ont cassé Enigma. Donc il avait l'interdiction d'en parler. Donc après avoir pris sa retraite, il a dit oui, finalement, je l'avais inventé 3-4 ans avant. Et on dit généralement, donc ça c'est extrait de Wikipédia, si la clé est suffisamment longue et votre implémentation est suffisamment up-to-date, a priori c'est sécurisé. Alors évidemment, ça, ça change tous les ans. Hein. Alors, en mode plus mathématique, je choisis deux nombres premiers, P et Q. Large, c'est ambigu, ça veut dire en fait vous devez choisir votre taille et après vous en déduisez la longueur de P et Q en nombre de bits. Vous calculez ce qu'on appelle le module. Vous calculez P-1, Q-1 en langage mathématico-élégant, c'est la fonction taussian de l'air. Accessoirement, c'est vraiment Euler qui l'a défini. Toutes ces mathématiques datent du XVIe siècle, hein, globalement. Allez, soyons généreux, du XVIIe. Je choisis un entier E, E pour encryption, donc ce qu'on va appeler après le coefficient de chiffrement. Et vous devez juste vérifier qu'il n'y a aucun facteur commun entre ce secret-là et le nombre que vous choisissez, ce qui est assez facile à faire. Vous choisissez un D qui vérifie cette équation. Ça se fait avec le théorème de Bézout que moi j'ai vu, je crois, en première quand j'étais étudiant. Qui généralement on considère que ça sert à rien, bah si. C'est probablement un des algos les plus utilisés au monde parce qu'il sert obligatoirement, quand vous calculez une clé RSA, vous faites du Bézout derrière. Et vous voyez que c'est pas très très compliqué. Alors évidemment, où sont les points de faiblesse ? Quand vous dites de prendre deux nombres premiers, 3 c'est un nombre premier. Enfin, si je fais 3 fois un nombre, la clé risque de quand même pas être très sécurisée. Choisir E. Ah oui, choisir E, là c'est très large. Hein. E doit être différent et plus grand strictement que 1 et strictement plus petit que ce nombre phi de n. Mais c'est pas suffisant.
Si votre E a certaines propriétés, ça peut permettre des attaques. Alors, E, c'est l'exposant de chiffrement. En anglais, public key exponent. Ça tombe bien, c'est la même lettre. D, c'est la clé privée de déchiffrement, decryption. Donc, elle n'est pas publique. Ce qu'on appelle la clé publique, alors quelquefois on trouve le terme biclé, moi j'aime pas trop cette expression, c'est N et E, et N et D sont ce qui doit rester secret. Je préfère dire en général privé, un secret ça se partage entre deux personnes, ce qui est privé reste dans le giron d'une seule personne. Donc comment on chiffre? Ben, on prend un message un message M, pardon, on l'élève à la puissance E modulo N, c'est très très rapide, une carte à puce peut faire ça en quelques microsecondes. Je déchiffre de la même manière en prenant la clé privée cette fois-ci. Et il a un avantage, parce qu'il faut le dire quand même, RSA, ça ne sert pas à chiffrer des disques durs, hein, c'est trop lent. Même sur un PC qui comporte un cryptoprocesseur, comme on dit, c'est beaucoup trop lent. Donc ça sert généralement à chiffrer des courts messages. Par contre, c'est très utilisé pour la signature. Si aujourd'hui vous achetez une maison en habitant Paris, votre maison est à Montpellier et vous ne voulez pas vous déplacer à Montpellier, vous allez dire au notaire, bah, je vais prendre un notaire à Paris et je vais faire une transaction numérique, vous allez probablement avoir votre transaction qui sera signée numériquement, comme on dit, et qui a aujourd'hui valeur de preuve si vous respectez, on va dire, les protocoles. Donc quelques exemples de faiblesses ou d'attaques. Alors, la plus emblématique en France, et je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est Umpic. Donc Umpic a fini en prison parce qu'un jour il a acheté, donc c'est illégal, mais il a acheté un distributeur automatique de billets, un DAB. Il travaillait d'ailleurs chez un constructeur qui faisait des trucs comme ça. Et puis il s'amusait à faire ce qu'ont fait les étudiants précédemment. Il a fait du reverse physique. Avec le reverse physique, il a compris ce qui était en train de se passer. Puis à un moment, il a trouvé un petit composant sur lequel il y avait 320 bits. Il s'est dit, ah, si ça se trouve, c'est la carte, c'est la clé RSA nationale du GIE carte bleue. Hein. GIE-CB, c'est GIE carte bleue. Et effectivement, il avait raison. Alors, quel est le défaut d'avoir trouvé ça en 97 ? C'est que ça, en 97, c'est déjà mort. C'est typiquement ce que j'ai appelé une clé morte. Pourquoi ? Parce que le record de 91, c'est 330 bits. Alors certes, 330 bits, là, il a fallu globalement 8000 années de PC, enfin de temps CPU. En 97, Umpic a fait ça avec un PC de l'époque chez lui en 2 semaines. Il n'a même pas codé l'algorithme, il l'a trouvé sur Internet. Alors que fait Monsieur Umpic ? Il écrit au GIE carte bleue en disant hey, j'ai trouvé une faille, si vous voulez m'embaucher comme consultant, je vous aide à la corriger. Et là il s'est passé un truc bizarre, c'est que le GIE carte bleue l'a obligé à faire quelque chose d'illégal en disant prouvez-nous que vous êtes capable de faire ce que vous dites. Et donc malheureusement pour lui, il est allé acheter des tickets de métro avec sa YesCard, c'était la première YesCard au monde, et il l'a ramené de bonne foi au GIE carte bleue, qui évidemment l'attendait avec les gendarmes, et il a fini en prison. Aujourd'hui, le record est de 512 bits en 2000, aujourd'hui il est de 768 bits. Pour la petite histoire, une clé de 320 bits, d'après l'article initiateur de l'ère RSA, les auteurs de RSA disaient qu'à l'époque, il fallait 40 000 milliards d'années avec les algos du moment et les ordinateurs de l'époque pour casser leur clé qui s'appelle RSA 129. Là, je ne l'ai pas mis, mais RSA 129 a été cassé en 94. Là, pareil, il a fallu, je crois, 4000 années de calcul. Et là, on arrive à 3 mois de calcul. Alors, l'avantage de ce record-là, qui est très inquiétant, c'est que ça a été fait par les ordinateurs d'une seule université. Le code a été écrit par 4 personnes. Alors que là, vous aviez... moi, j'ai assisté à la publication de celui-là. Je crois qu'il y avait 50 signataires. Et la liste des remerciements, c'était 800 personnes qui avaient prêté leur PC. Quoi. Donc, on voit que ça progresse bien. Pour 1024 bits, dans un monde parano post-Snowden, on pourrait dire que la NSA sait déjà le faire. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que la limite doit être entre 900 et 1000. Mais je pense qu'on y sera dans pas longtemps. Donc, votre clé peut mourir à cause de ça. Ça, j'ai fait le choix d'aller jusqu'à 93 pour montrer que là, on a un changement d'algorithme. Ce changement d'algorithme fait qu'on a considérablement accéléré les attaques de RSA. Donc ça, c'est les attaques par factorisation. Il y a d'autres problèmes. Votre algo peut mourir parce qu'en fait, on a trouvé une faiblesse. Alors là, j'ai eu le choix. Hein. Il y a des centaines d'algos qui sont morts, donc j'en ai pris quelques-uns. MD2, MD5, ce sont des fonctions de hachage, comme MD2, MD4, MD5,
sont des fonctions de hachage qui sont mortes depuis un moment. RC4, clé web, c'est ce qui est utilisé dans le Wi-Fi, bah, c'est mort depuis un moment aussi. SHA-1, j'ai mis at death's door, c'est la traduction Google de agonisant. Je trouve ça pas mal, aux portes de la mort. 256, SHA-1, 256, 512 et Tiger sont encore vivantes dans le monde public, c'est-à-dire en tenant compte de ce qui a été publié par des chercheurs publics. Ça veut dire, avec un petit peu de parano, qu'on ne sait pas ce que les personnes qui n'ont pas le droit de publier, notamment les chercheurs militaires, ont réussi à faire. Et là, vous pouvez mettre 40 pages d'algo qui sont morts, hein, c'est juste effarant. J'ai trouvé un vieux bouquin il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé de bureau et j'ai retrouvé un bouquin que j'avais un peu égaré. Entre 70 et 80, il y a plusieurs dizaines d'algorithmes de fonctions de hachage qui ont été publiés et cassés. Et ça continue. La faille Debian OpenSSL. Alors là, évidemment, on va dire que je tape sur OpenSSL alors que c'est pas OpenSSL qui est en cause. Donc là, c'est juste un cauchemar. Moi, j'avais un serveur qui était protégé par cette version. Et donc, on a découvert qu'avec une clé de 1048 bits, 1024 bits, pardon, ben en fait, à l'époque, OpenSSL ne pouvait générer que 2 puissance 15 clés différentes. Donc, vous aviez des millions de serveurs dans le monde qui avaient des clés de 1024 bits. Et en fait, un simple fichier texte permettait de savoir si votre serveur était sensible à cette faiblesse ou pas. Alors, que s'est-il passé? Ben, y a un mainteneur qui n'avait pas le droit, c'est-à-dire qui a violé la règle de l'équipe open source autour d'OpenSSL, qui, pour satisfaire un client qui avait plein de trucs verbeux avec Valgrind, a commenté la phrase qui lançait le générateur de noms pseudo-aléatoires corrects. Donc, l'entropie de 1024 bits, théorique, qui probablement est autour de 500 ou 600 bits, en pratique, ça veut dire que pour générer une clé de 1024 bits, bah, vous avez une chance sur 2 puissance 500 ou 600. Elle est tombée à une chance sur 2 puissance 15. C'est en gros 65 537. Et donc évidemment, bah, avec un script Python qui fait 200 lignes, vous pouviez attaquer le serveur en OpenSSL. Et ça, c'était un peu gênant. La faille a été rendue publique le 13 mai 2008, mais probablement a permis des attaques non publiées pendant très longtemps. Ça, c'était juste assez marrant. Ah, j'ai oublié de mettre le nom. Alors, ça, c'est une attaque que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une attaque qui montre qu'il faut faire très attention aux spécifications. Alors, ça, c'est le texte officiel. J'ai dû le citer parce que comme je cite la référence, j'ai pas voulu le modifier. Alors, je décrypte. PKCS, publié cryptographie standard. Ce sont des standards que vous devez suivre quand vous implémentez un service cryptographique que vous allez vouloir transformer en open source officiel ou en produit commercial. Typiquement, vous achetez un token RSA avec une clé RSA dessus, vous devez suivre le PKCS 14 qui décrit comment votre token doit réagir, qui décrit même l'API que vous devez utiliser, et ainsi de suite. Le PKCS 1, comme son numéro l'indique, c'est le premier qui décrit le chiffrement. Quand j'ai présenté tout à l'heure RSA sur un t-shirt, j'ai dit cette version de l'algo est totalement insécurisée. Pourquoi? D'abord parce que quand vous chiffrez 2 fois le même message, vous aurez 2 fois le même chiffré. Ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, on ne veut pas. Si je chiffre le même message aujourd'hui, demain et après-demain, j'ai pas envie que quelqu'un qui m'écoute puisse savoir que j'ai envoyé 3 fois le même message. Donc, dans les protocoles standards, vous avez une partie qui est aléatoire. Cette partie aléatoire respecte un format. Donc, de mémoire, je crois qu'il y a un octet à 0, un octet à 2, et vous devez mettre du random entre les deux, qui sont à une place précise dans la représentation, je dirais, binaire de votre message. Dans le protocole SSL 3, on s'est posé la question, que doit faire un serveur SSL s'il reçoit un message qui ne respecte pas le standard? Et il n'y a pas de réponse. Donc vous avez des gens qui disent, les spécifications n'impliquent pas qu'on réponde que le message est erroné, on dit rien, c'est pas mon problème, moi je suis le serveur, lui c'est le client, il n'a pas fait son boulot, je réponds pas. Puis vous avez des gens sympas qui disent, ah ben on va dire au client que le message est erroné, mal formaté. Et à cause de ça, vous avez une attaque qu'on appelle maintenant la million test attack, parce qu'en fait, avec moins d'1 million de requêtes à un serveur SSL, vous pouviez avoir à la fois le déchiffrement du message qui vous intéresse, parce que tout simplement, vous avez la clé privée du serveur RSA. Quelle que soit la taille d'ailleurs, 1024 bits ou 2048, ça ne change pas grand-chose. C'est une attaque démentielle parce qu'elle n'est pas
Sa complexité ne change pas quand on double la taille du message, qui est très très énervant. Et l'auteur de cette attaque remarquable d'élégance s'appelle Blasian Basher. Il a un peu disparu du marché. Je le soupçonne d'avoir été embauché par une agence nationale. Et on continue. Alors, post-Snowden era, ok. Alors, voyons voir. Ça, c'est la plus belle, probablement. Elle est... Même dans les pires théories conspirationnistes, on n'aurait pas pu imaginer un truc pareil. Donc, vous avez un algo qui s'appelle DECDRBG, pour Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator. Il est considéré comme un CSPRNG. Ça, c'est la doc officielle. Hein. CSPRNG, c'est cryptographie secure, d'accord, le S pour secure, et c'est secure en fonction des critères du NIST, qui est l'énorme laboratoire américain qui gère tout ça. Standardisé par l'ANSI et l'ISO. Même le DES n'a pas été standardisé par l'ANSI et l'ISO. L'ISO a dit oui, l'ANSI a dit non. Donc c'est basé sur une courbe elliptique et ça génère des nombres soi-disant pseudo-aléatoires. Le problème, c'est que ça ne génère pas du tout des nombres pseudo-aléatoires. Il s'avère que le NIST a dû contraint et forcer. Alors le NIST, c'est compliqué. Hein. Le NIST, c'est un organisme américain qui n'aime pas trop la NSA, mais qui en même temps a des accointances avec la NSA. Et donc on a découvert en fait une backdoor dans cet algo. Une backdoor gentiment placée par les gens de la NSA qui travaillaient pour probablement la société RSA. Donc RSA a commencé par dire non, non, nous on n'a jamais fait de trucs bizarres avec la NSA. Puis finalement, ils ont quand même publié un article assez amusant qui dit qu'ils déconseillent à leurs clients d'utiliser dorénavant cet algorithme pour générer des nombres pseudo-aléatoires. Mais sans dire pourquoi. Et en fait, la backdoor, alors mathématiquement, elle n'est pas très compliquée. Hein. Je ne l'ai pas mise dans les transparents, mais on peut la expliquer oralement. Quand vous devez chiffrer un message avec une courbe elliptique, vous devez transformer votre message en un point sur la courbe elliptique. Et après, vous allez faire l'opération d'exponentiation qui correspond à une exponentiation sur une courbe elliptique. Si vous connaissez deux points différents sur la courbe elliptique, ça vous permet d'attaquer l'algorithme. Et en fait, quand vous créez la courbe elliptique, rien ne vous empêche de prendre un point et d'en créer un autre parce que c'est vous qui avez créé la courbe elliptique. Qui a créé la courbe elliptique? Utilisé en l'occurrence dans cet outil, le NIST, c'est-à-dire l'organisme américain qui a certifié cet algo. Et donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, évidemment, parce que ils ont créé quelque chose qui était... alors, les soupçons datent de 2006. J'ai trouvé un papier de même 2007 de deux chercheurs de Microsoft qui disaient « Ah, mais si quelqu'un a calculé 2 points qui vérifient telle propriété, alors il y a une backdoor dans cet outil. » Et puis, comme personne ne l'utilisait visiblement dans le monde open source, tout le monde se moquait de ce truc-là. Néanmoins, c'est Snowden qui a révélé qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet algo. Maintenant, vous pouvez avoir un truc encore plus pourri. Vous avez acheté un certificat. Tiens, vous avez acheté un certificat X509. Et dans un certificat X509, vous avez une clé RSA. Donc la question, c'est, vous êtes sûr que ce que le vendeur vous garantit, c'est-à-dire d'effacer toutes les informations liées à la clé privée, qui fait que personne d'autre que vous ne pourra faire des choses intéressantes avec le certificat, est-ce qu'elles ont été respectées? En clair, est-ce qu'ils n'ont pas vendu votre clé à quelqu'un? Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui est pratiquement impossible à voir si vous n'y pensez pas. Vous prenez P, un nom premier qui respecte tous les critères qu'on connaît sur le choix d'un nom premier pour faire une clé RSA, et vous choisissez P tel que 2P plus 1 soit un premier en même temps que P. Vous avez une clé RSA qui, d'un point de vue mathématique, ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, à une clé RSA sérieuse. J'ai fait le test hier soir, 15 millième de seconde sur mon petit PC pour casser avec la commande solve sur Mathematica. Mais si vous utilisez l'algo qui a cassé le record de RSA 768 bits, lui, il n'y arrivera pas. Parce qu'il va lancer son algo pour un nombre général, alors que là, en fait, ce nombre était particulier. Ça, c'est l'exemple le plus simple que j'ai trouvé, montrant qu'on peut tout à fait cacher une clé, une backdoor dans une clé. Autre exemple. Les Américains n'ont pas le droit de vendre de matériel aux Iraniens. La BNP Paribas a même appris qu'on n'a même pas le droit de donner des dollars aux Iraniens. Et la leçon leur a coûté cher. Maintenant, vous êtes une banque iranienne. Vous devez acheter un certificat X509 pour que vos clients se connectent à distance. Donc vous l'achetez à qui? Vous ne l'achetez pas aux Anglais, parce qu'ils vont respecter
la règle américaine, vous l'achetez évidemment pas aux Américains, vous l'achetez pas aux Français parce que bon, globalement, on leur vend des voitures, mais on va pas leur vendre de certificat avec 509, donc vous l'achetez à une entreprise qui est pas liée aux États-Unis et qui va vous vendre ce certificat. Vous êtes iranien, vous êtes directeur d'une banque, vous avez été vérifié à qui appartient réellement cette société? Vous êtes sûr que c'est pas une société qui appartient à une autre, qui appartient à une autre, qui appartient à une banque américaine, qui en fait va tout simplement pouvoir lire en clair tout ce que les clients iraniens en dehors de l'Iran font sur leur compte, par exemple. Ça, c'est un étudiant iranien qui m'a posé la question. Et c'est avec cette question qu'on s'est dit, ah oui, il y a quand même un problème. Revenons à RSA. Alors, RSA, il y a une phrase que j'aime bien, c'est celle-là. Ça, c'est gravé sur une plaque dans le bâtiment où RSA a été inventé. Alors, c'est un bâtiment mythique, c'est le bâtiment 10 du MIT. Parce qu'au 3e étage, on a inventé RSA. Et au 2e étage, on a inventé l'algorithme de Rabin. Et non pas Rabin, comme disait mon collègue l'autre jour. Donc l'algorithme de Rabin, c'est la même chose que RSA, sauf qu'à la place de prendre E, vous prenez le carré. Rabin n'a pas breveté son algo, donc il est public. Et c'était juste à un étage d'écart. Et cette phrase dit « has been proved unbreakable » en parlant de RSA. Bah, techniquement, c'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve, et je dis bien aucune, que ça soit en théorie de la complexité, en théorie algorithmique, de quelque manière que vous prenez cet objet étrange qu'est l'algorithme RSA, vous ne pouvez pas prouver qu'il est sécurisé. C'est ça qui a... C'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs. Quelques attaques marrantes. Alors, j'ai un algo RSA dont la clé est publique. Bah, si elle est publique, ça veut dire que je peux itérer. Je chope le message que vous avez, que Alice a envoyé à Bernard, et puis je rechiffre. Le problème, c'est que vous avez un nombre fini de messages. Quand vous prenez les messages d'au plus 1024 bits, il y en a un nombre fini. Donc, théorie des suites itérées, ou des suites récurrentes, comme on dit en français, bah, si vous chiffrez suffisamment longtemps, vous allez retomber sur le message de départ. Ce qui est un peu gênant. Heureusement, la période est très longue. Beaucoup plus intéressante. Vous violez le protocole. Donc le protocole RSA dit je prends un message et je l'envoie à Alice, point, c'est tout. Je ne rechiffre pas le même message, je ne rechiffre pas le même message demain, je fais en sorte que les deux messages soient différents. Là, vous prenez le même message, vous ne l'avez pas modifié, vous prenez le même module et vous prenez une clé différente. Vous avez Alice et Bernard, elles ont deux cartes bleues, deux cartes à puce de la même entreprise, on a juste changé l'exposant. Prenez Bezout, E1U plus E2V égale 1, très facile à faire. Vous faites C1 puissance U fois C2 puissance V modulo N et vous récupérez le message. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Ben non, vous n'êtes pas dans RSA. Vous avez inventé un protocole stupide. Vous avez le droit. Pareil, si vous prenez le même message, des modules différents en assez grand nombre, ben vous pouvez récupérer le message. Pareil, RSA, c'est pas fait pour faire du broadcast à 150 cousins. C'est fait pour chiffrer une et une seule fois un message unique. Alors, les recommandations. Donc moi, je me suis amusé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais moi, j'aime bien. J'ai été regarder les recommandations françaises, américaines, allemandes et anglaises. Comme je ne lis pas très bien l'allemand, je les ai zappés. Alors, le NIST dit, bah voilà, on va prendre un E qui est plus grand que 2 puissance 16 et plus petit que 256. Ils ne vous disent pas pourquoi 256, hein, c'est pas justifié. Il y a même une blague d'ailleurs assez amusante, ils vous disent qu'il ne faut pas prendre E égale 3. Mais ils ne vous disent pas pourquoi. La DSSI, elle est plus directe, elle dit vous prenez celui-là, point à la ligne. Ça, c'est le plus petit. Ils disent même dans un autre truc antérieur qui a disparu, il faut prendre 2 puissance 16 plus 1, point. Vous ne prenez pas la tête et ainsi de suite. Question, quelles sont les influences sur les codes que vous utilisez? Alors, ben, on va voir. GNU PG version 1.2.3, donc j'ai regardé les codes, hein. Je les ai traduits en langage, on va dire, lisible. Voilà, vous avez un code comme ça qui dit phi de n différent de 0 modulo 4, modulo 41, je fais E égale 41, gna gna. Donc en gros, c'est si 41 a la chance de ne pas diviser P-1, Q-1, bah, je prends E égale 41, ça tombe bien, vous voulez que le PGCD soit égal à 1. Oui, mais quand vous prenez P et Q au hasard, vous n'en savez rien, donc il y a un else. Ah bah oui, mais alors si c'est différent de 0, donc là, else, on sait que dans cette branche, vous avez phi de n qui est égal à 0, où il est modulo 41, donc vous avez une info, où il est passé. Voilà. Et puis vous continuez, et après ça sort. Ok, conclusion, bah en fait, si vous avez un E qui est plus grand que cette valeur, vous avez les 32 derniers bits de phi de n. C'est pas grand chose, 32 derniers bits. Oui, mais ça permet d'améliorer l'attaque de Wiener, qui est une attaque très simple à faire, et ça permet d'améliorer ce qu'on appelle les attaques à clé partielle révélée. Clé partielle révélée, ça veut dire
pour une raison X ou Y, une partie de votre clé privée a été publiée, ou l'attaquant l'a récupérée. Ça arrive assez fréquemment. Et donc ça permet d'améliorer ses attaques. C'est un peu gênant. Alors on dit ok, on prend une autre version. Ils ont fait ça, gna 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 gna. Donc while GCD de E, phi de n différent de 1, je fais ça. Manque de bol, encore une fois, si E est plus grand que cette valeur, on a encore des informations sur phi de n. Il suffit de regarder le code pour comprendre ce qui se passe. Vous allez dire, mais elles sont toutes comme ça. Ben presque. Ça c'est libgcrypt avant 2009, je crois. Et puis ben, quand on sort de là, si E est plus grand que cette valeur, encore une fois, on a des informations sur ce truc-là qui est en fait une variante de phi de n. Et vous récupérez entre 24 et 32 bits suivant la valeur. Vous allez me dire, mais c'est tout le temps pareil? Non, de temps en temps. Et encore une fois, je ne tape pas sur OpenSSL. La preuve, sur OpenSSL version 0.9.8, c'est bien fait. On choisit E. Et après, on calcule P et Q pour qu'ils correspondent au E qu'on a choisi. Et ça, c'est bien. Manque de bol, ils l'ont abandonné dans les dernières versions. Vous allez me dire, bon, ok, une fois que j'ai choisi E, je peux calculer D, mais je peux faire le contraire. Donc j'ai un petit processeur sur mon téléphone, pardon. J'ai pas forcément envie de prendre un D grand parce que ça coûte cher de déchiffrer ou de signer. Et donc je vais prendre un D petit. Manque de bol, si D en longueur est plus petit que 1 quart, c'est 1 quart à une puissance 1 quart d'ailleurs, je me suis trompé. 1 quart puissance n puissance 1 quart, il est très facile de trouver D avec juste les informations publiques n et E. Si vous augmentez la complexité de l'attaque, c'est-à-dire celle-là, c'est une attaque qui utilise des mathématiques du 16e. C'est-à-dire on peut la faire à la main quasiment. Si vous prenez 200 pages de papier, vous faites les calculs à la main. Si vous avez le courage de coder un code que moi j'ai codé en Mathematica en 400 lignes, vous avez une attaque qui va jusqu'à n puissance 0.292, donc en gros, on approche 30%. Et il y a une conjecture qui dit que si D est plus petit que racine de n, alors RSA est insécurisé. Et moi je suis un fan absolu de cette conjecture. La recommandation de la DCSSI, qui est l'ancêtre de la NSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est d'utiliser des exposants privés, donc D, en langage mathématique, qui ont la même longueur que le module RSA. Ouais, sauf que si votre D est trop proche de n, c'est pas une bonne idée non plus, vous retombez sur une attaque faisable. Alors vous allez me dire, une fois qu'on a choisi une clé sympathique, robuste, une fois qu'on a choisi un processeur qui n'est pas backdooré, une fois qu'on a codé tout ça de manière intelligente en respectant les protocoles de programmation sécurisés, est-ce que je suis sorti d'affaire? Non, parce que vous avez la quantum era qui arrive. Alors, officiellement, il n'existe pas d'ordinateur quantique de plus de 16 qubits. Qubits, c'est quantum bits, hein. Il y a bien une compagnie canadienne qui dit avoir vendu à Google, à la NSA, puis à plein de boîtes, genre IBM, un ordinateur quantique, mais personne n'a le droit d'aller regarder ce qu'il y a dedans. J'ai d'ailleurs conseillé au ministère de la Défense l'année dernière d'en acheter un pour le démonter, pour voir si c'est vraiment un ordinateur quantique. Parce que si c'est un ordinateur quantique, c'est-à-dire que RSA est mort. J'ai du mal à croire qu'ils aient tout seuls réussi à créer quelque chose qu'IBM cherche depuis 30 ans, quoi. Donc, le problème des ordinateurs quantiques, c'est qu'un ordinateur à 1024 cubiques tue instantanément RSA, parce que c'est-à-dire que vous pouvez factoriser des clés. Alors j'ai mis approximativement 1500 bits classiques, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un ordinateur quantique, même ceux qui existent, sont très sensibles à ce qu'on appelle la décohérence quantique. Il faut les protéger, donc en fait il faut mettre des codes correcteurs d'erreur partout, ce qui demande des qubits pour faire ce truc-là. Et donc un ordinateur de 2048 qubits ne peut pas factoriser une clé RSA de 2048 qubits. Le problème, c'est que ça tue RSA, ça tue Diffie-Hellman, ça tue tout ce qui repose sur la difficulté de factoriser et la difficulté de ce qu'on appelle le logarithme discret, en anglais discrete logarithms. Je pense qu'il faut se préparer à cette éventualité. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fait avec un ordinateur quantique comme ça, vous ne pouvez pas casser une clé AES 256 bits, donc chiffrement symétrique, en moins de 2 puissance 128 opérations, c'est même prouvé. C'est-à-dire que si vous faites de la brute force, hein, je ne parle pas des attaques algébriques, c'est lié à un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Grover, qui dit que pour trouver un élément dans un ensemble de n éléments non ordonnés, il faut au moins racine de n opérations avec un ordinateur quantique. Les ordinateurs quantiques sont des Formule 1 qui ne savent pas aller dans des terrains accidentés. Donc ils savent très bien résoudre certains problèmes et ils ne savent pas résoudre d'autres problèmes.
Ils savent même pas, théoriquement, avec un ordinateur comme ça, vous ne pouvez même pas résoudre un système AX égale B, bête et méchant, linéaire, parce qu'il faut que les opérations soient dites réversibles au niveau quantique. Alors je ne vais pas aborder ça, il y a des références pour ceux que ça intéresse. Mais on peut imaginer que c'est quand même possible. Donc là, je vais m'arrêter. Donc j'ai mis une conclusion non classique, parce que pour moi, je pense que vous ne pouvez pas avoir confiance dans la full stack. C'est strictement impossible, c'est humainement impossible de dire je vais valider mon code, valider mon processeur, valider l'algorithme, ne serait-ce que pour RSA. Il n'y a pas de preuve mathématique de sa résistance à des attaques connues ou non connues. Et du coup, vous faites... faut faire confiance. Il y a de l'espoir parce que je pense que ce type de workshop va mettre ensemble des gens qui attaquent, des gens qui défendent ou qui conçoivent des algos et des protocoles. Et de toute façon, comme je dis, vous ne pouvez pas faire autre chose que l'utiliser, parce que de toute façon, c'est votre logiciel préféré. Et vous allez dire, c'est comme le problème des digicodes qui sont peut-être faciles à attaquer, c'est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. S'il faut 3-4 jours pour les attaquer, c'est au moins 3-4 jours de temps que vous gagnez en sécurité. Moi, c'est mon point de vue. Bruce Schneier a dit récemment, j'ai rajouté ça cet après-midi, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a envoyé un lien et j'ai été dire ce qu'il dit. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Donc, Bruce Schneier, c'est une légende. Hein. Il a été viré par ATT dans les années 90. Du coup, il a créé sa boîte avec l'indemnité. Et du coup, sa boîte est devenue une des meilleures boîtes américaines privées en crypto. C'est lui qui a fait tout. Bluefish, Twofish, Tiger, il est de tous les coups. C'est une très très belle boîte privée. Il est anti-NSA. Enfin, a priori, je dirais. Maintenant, c'est peut-être un salarié secret de NSA. Enfin, je crois pas. Hein. Il fait partie des puristes. Il dit properly implemented. En gros, un cryptosystème fort. Fort, faut déjà définir ce que ça veut dire. Hein. Correctement implémenté. C'est pas trop ce que ça veut dire. Est une des choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer entièrement. Je trouve que c'est hyper optimiste et que là, il est en train de nous vendre les services de sa boîte quand même. Hein. Et cette citation a été utilisée en crypto sous une autre forme, c'est if it leaks, we can kill it. Donc en gros, si votre algo a des fuites d'informations, on peut le tuer. Moi, j'ai remis la citation originelle, if it bleeds, we can kill it. Et donc ceux qui sont nés après 95 ne peuvent pas répondre normalement. Et de qui est cette fameuse citation? Hein? Ouais. Schwarzenegger dans Predator. Si ça saigne, on peut le tuer. C'est ce qu'il fait à la fin d'ailleurs. Hein. Voilà. Quelques références. Si vous prenez ces 3 numéros, ça vous donne une très... C'est pas seulement parce que j'ai publié un papier dedans. Honnêtement, mon papier est le plus illisible de tous. Hein. C'est cryptographie quantique et post-quantique. Et à la fin, j'ai dit, je ne suis même pas sûr de ce que j'ai écrit. Parce que c'était vraiment... c'est un domaine compliqué. Par contre, si vous voulez apprendre d'autres faiblesses de TLS, enfin de SSL TLS, si vous voulez voir comment on reverse de la crypto, ces 2 hors-série-là sont vraiment très très bien faits. Et là, il y a quelques trucs sur les dernières petites faiblesses de TLS. Tout le reste, c'est des trucs qu'on peut trouver facilement. J'aime bien celui-là. C'est la première attaque connue, publiée sur RC4, donc qui a donné après les attaques sur web. Puis après, c'est d'autres attaques. Ça, c'est là où on trouve la formation la plus fiable sur la backdoor dans Dual CDRGB. Et ça, c'est un article que j'aime beaucoup. Qui a été écrit par... il a été écrit par lui, en fait, c'était l'étudiant, ça c'est le prof. Mais bon, Claude Crépeau est un gourou de la crypto quantique, donc il a dû encadrer le travail, du coup il a co-signé. Simple Backdoors for RSA Key Generation, si vous voulez voir comment créer des backdoors un peu plus ésotériques que celles que j'ai montrées, vous verrez, c'est très 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 bien fait. Voilà, je vous remercie. Alors, avez-vous des questions? Des questions raisonnables pour une heure déraisonnable. Ah, je précise que j'adore RSA. Hein. C'est pas parce que je parle de ses faiblesses que je trouve que c'est un algorithme extrêmement élégant, ingénieux, intelligent, qui a quelques petites faiblesses. Oui. Alors, on a plein de questions qui viennent d'IRC. Ah non. Ah si. Ah si. Elle est où la première, bordel? Déjà de mémoire, tu parles de backdoor que tu as trouvé sur RSA. Non, pas que j'ai trouvé. De faiblesse que tu as trouvé sur RSA, est-ce que tu peux développer? Alors, il existe une attaque qui s'appelle l'attaque de Wiener,
et qui est celle qui marche quand D est inférieur à n puissance 0,25. Et moi j'ai trouvé une attaque qui marche dans beaucoup moins de cas, mais qui peut aller jusqu'à n puissance 0,33, 34, 35. Mais c'est très technique. J'ai essayé de la publier dans une conf, ils m'ont dit que c'était pas assez compliqué mathématiquement, je reconnais que c'est vrai, parce que l'attaque tient en 3 lignes de Mathematica, j'y peux rien. Par contre, elle peut servir à faire des backdoors. En gros, ça revient à dire, je vais calculer un D qui rend l'attaque de Wiener beaucoup plus efficace que ne le dit le théorème qui explique pourquoi elle marche. Même avec un D, je pense, mon record, je crois que c'est n puissance 0,41. Donc on est à 41% de la longueur. Et j'en ai trouvé d'autres, mais là, à froid, je me rappelle même plus d'ailleurs. Ah oui, une variante. Ah oui, j'ai fait aussi un algorithme de factorisation hyper compliqué, utilisant ce qu'on appelle les lattices, donc les réseaux euclidiens, qui sont des réseaux de vecteurs à composantes entières. Qui malheureusement après 3 mois de calcul s'est avéré être aussi performant que l'algorithme de Fermat. Donc on était très déçus, là on l'a publié quand même, on était très déçus, mais bon, voilà. Après. Donc, alors j'ai des questions qui viennent j'ai des questions qui viennent, que je comprends pas la question, donc allons-y. Hein. Est-ce que Ghost est sécurisé? Alors Ghost c'est un algorithme symétrique russe. Il a été fait par des gens qui probablement sont sortis de l'école. Ça va passer là. Donc on va dire des gens qui ont été formés à l'ère soviétique, avec tout ce que ça implique. Je lui ferai pas plus confiance qu'à l'AES, enfin ni plus ni moins. Ghost a la particularité d'avoir fait partie du dernier contest américain pour remplacer DES, l'AES, qui veut dire Advanced Encryption Standard. Et il a été retiré par les concepteurs. Donc les gens disent que c'est pour pas perdre de l'argent. La version paranoïaque, c'est pour dire que les Américains, n'ayant pas trouvé de faiblesse dedans, ils n'avaient pas envie que ça devienne l'algorithme que tout le monde allait utiliser. Et vous avez la vérité qui est probablement entre les deux extrêmes, avec un mélange des deux probablement. Et Ghost c'est symétrique, hein, c'est pas ma tasse de thé non plus. D'accord. Donc en autre question qui n'a sûrement a priori rien à voir, tu parles de réussir à factoriser des clés AES. Non, pas factoriser, casser. Casser, comment on fait? Pour casser une clé AES, c'est ce qu'on appelle la taxe à clair et chiffré connu. C'est-à-dire que alors c'est une attaque effectivement, c'est une question qui est intéressante parce que on peut revenir sur le transparent. Quand on dit qu'on peut casser l'AES, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez un texte clair et son chiffré. Donc quand vous prenez une attaque sur DES, la plus connue c'est l'attaque cryptanalyse différentielle, moi elle me laisse toujours un peu, comment dire, elle me gêne un peu ces attaques, parce qu'elle suppose quand même que vous avez accès à un nombre considérable de couples texte clair chiffrés. Et donc dans la pratique c'est pas possible quoi. Même si vous dites, je sais pas moi, si vous avez un algo qui dit il me faut 2 puissance 64, il est où 2 puissance 64 couples texte factor. Ah, c'est une erreur de frappe, effectivement. C'est une faute de frappe. C'est pas factor, c'est cassé. Donc je reprends. Si vous avez une clé 256 bits et vous avez un algo qui dit avec 2 puissance 64 couples clairs chiffrés, je casse l'algo, 2 puissance 64 textes, ça veut dire que vous avez accès à la machine. Donc c'est peut-être plus la peine d'essayer de casser la clé parce que vous avez la clé si vous avez accès à la machine. C'est ce que j'appelle l'attaque du déjeuner, quoi. C'est gentil de dire les gens s'en vont et vous laissent la machine. C'est pas vraisemblable. Donc toutes les attaques sur AES qui disent je peux casser une clé AES 128 bits en 2 puissance 99 opérations, elles sont pour moi complètement théoriques. Voilà. Et effectivement c'est une faute. Merci à l'inconnu d'avoir. D'autres questions? Ah oui, non, j'en ai plein là. Donc, Allez, encore 2. Parce que là déjà on a dépassé un peu. J'ai une question. Ah oui, alors par contre on peut faire un délire. Mais un délire. Là, on peut factoriser. Là visiblement. Non, je reprends. On peut factoriser, mais là il faut délirer un peu. Je prends l'AES 256 comme un algorithme qui prend des bits en entrée, des bits en sortie. J'écris le polynôme qui pour chacun des bits de sortie donne le bit d'entrée. Je factorise les polynômes
et je reverse le polynôme, du coup j'ai cassé la clé, en factorisant le polynôme, et non pas la clé. Et comment on fait ça? Article de 1983 d'une Autrichienne qui a disparu du marché, que j'ai retrouvé d'ailleurs ce matin dans mon bureau, en déplaçant, mais ça se fait. Je crois que pour DES, il faut 10 puissance 18 octets pour stocker le polynôme, donc c'est un peu cher. Et je pense que pour l'AES, il faudrait beaucoup, enfin certainement plus d'octets que d'électrons dans l'univers. Donc c'est des attaques irréalistes. Ok, donc là j'ai une autre question qui vient d'IRC toujours. C'est bien, là tu nous montres tous des résultats avec Mathematica visiblement. Et si Mathematica était backdooré? Ça, je pense que c'est quelqu'un qui me connaît. Alors, c'est soit Sébastien Larigné, va des rétros. S'il est backdooré et qu'il me donne la réponse, je prends. Oui, Mathematica est probablement backdooré. La première fois que j'ai... Non, mais donc, potentiellement, tous les résultats que tu es en train de nous présenter depuis le début sont complètement foireux. C'est pas bête, il faudrait que je vérifie effectivement. Oui, parce qu'en fait, le nombre faisant sorte de chiffres, j'avoue que j'ai pas vérifié si le calcul était exact. C'est bien d'être paranoïaque et de nous expliquer tout ça depuis le début, mais Ah non, parce que j'ai créé moi-même la clé pour vérifier. Non. J'ai créé la clé, j'ai quand même vérifié que le nombre sorti par la fonction solve était... Non. À la main? Bah non, j'ai créé la clé moi-même. Non, mais donc je l'affiche. Ouais, qu'est-ce qui te fait dire que ton algorithme te répond correctement? Bah j'écris print P quoi, il m'a dit ouais. J'ai la bonne clé en sortie. Ouais. Par contre, Mathematica pourrait me faire croire que le nombre est premier alors qu'il ne l'est pas. Ça, j'en ai pas parlé. Mais la quasi-totalité des clés RSA calculées aujourd'hui sont calculées avec des nombres qui sont probablement premiers. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes probabilistes. Ça, c'est un peu gênant, mais ça empêche personne de dormir. Hein. Allez, encore une dernière. Une ésotérique. Une ésotérique, allons-y, c'est la seule que j'ai là qui traîne. Tu as parlé de clés privées qui pouvaient être backdoorées par la NSA. Qu'est-ce que ça implique exactement? Non, j'ai parlé de clés, c'est plus général. J'ai parlé de clés publiques backdoorées par un organisme. Mais ça veut dire qu'en fait, par exemple, tu achètes une carte à puce sur laquelle tu as un algorithme qui va signer. Donc il te représente juridiquement, ta signature est valable juridiquement, et tu es censé être le seul dépositaire de cette clé privée, alors qu'en fait les gens qui t'ont vendu la clé te garantissent qu'ils ont détruit toutes les informations qui ont permis de calculer cette clé, alors qu'en fait, et ils le font, c'est-à-dire ils peuvent même détruire l'ordinateur devant toi. Dans des cas extrêmes, j'ai entendu dire que l'ordinateur qui calcule les clés RSA d'une série de cartes bancaires en France est détruit après qu'il a calculé ses clés. Donc tu peux même mettre 4 huissiers devant qui vont vérifier que le PC a été écrabouillé. Il n'y a plus aucune trace d'aucun bit des informations secrètes. Alors qu'en fait, avec Mathematica encore une fois, ou un autre outil comme Maple ou n'importe quoi, ou même Sage, tu peux factoriser la clé et récupérer toutes les infos du moment que tu as récupéré quand même les textes chiffrés qui transitent. Avoir la clé factorisée, ça sert à rien. Si par exemple Alice n'envoie pas de message à Bernard, ça sert pas vraiment. Par contre, si tu peux créer un vrai faux certificat, là ça devient un peu plus gênant. D'ailleurs, ces problèmes existent. Il y a un groupe de chercheurs qui s'est amusé à scanner 5 à 6 millions de certificats sur le web, ce qui est légal, hein, et ils ont juste vérifié s'il n'y en avait pas deux qui avaient la même clé. Et ils ont trouvé des entreprises différentes qui avaient des certificats calculés avec la même clé. Théoriquement, c'est impossible. Ça veut dire en gros qu'elles ont utilisé une entropie très faible. Et donc ça veut dire que la première entreprise peut créer un vrai faux certificat pour la seconde. Et ça veut dire qu'elle peut faire des opérations en bourse. Enfin, on peut imaginer plein de choses, quoi. C'est un peu gênant quand même. Alors, j'ai une dernière question parce que le mec insiste depuis 3-4 fois déjà. Comment est-ce qu'une autorité de confiance pourrait backdoorer une clé qui lui fournit juste un CSR au final? Un CSR? Je suis pas sûr de comprendre la question. Moi, je sais backdoorer une clé RSA et je suis pas le seul à savoir le faire. Moi, je sais pas, je fais pas de crypto, hein, j'y comprends rien. N'importe qui lit ça peut backdoorer une clé RSA. C'est trivial, c'est vraiment trivial. Mais je suis pas sûr de voir le rapport avec le CSR.
Joker. Joker. Le Joker, ok, d'accord. Bon, bah très bien. Et il peut m'envoyer un mail. Comme ça, je saurai qui c'est. Je crois que j'ai plus de questions là Bon, sur c'est IRC. bon. Enfin, non, j'ai plus de questions. Ouais, on va conclure, mais je veux bien encore répondre à une question. Non? Ça vous a tué, hein? Je vous dis, pourtant, c'est des maths qui tiennent sur un t-shirt, c'est pas non plus la mer à boire, hein? Bon, allez, on arrête. Merci d'être venu.